La 3e édition mauricienne du Festival du film au féminin se tenait du 8 au 13 décembre 2025 à Maurice. Fondé par Edith Semani, ce festival vise à donner visibilité aux femmes engagées dans le cinéma à travers le monde. L'Institut français de Maurice, comptant parmi les nombreux partenaires de cet événement, accueillait pour la circonstance un éventail d'événements dans ce cadre, notamment les projections d'une sélection de films réalisés par des femmes traitant de thématiques uniques. Le public avait ainsi droit, durant toute la durée du festival, à une programmation unique, notamment 2 films d'Andrea Bescon, Quand tu seras grand et Les Chatouilles, et également Muganga, réalisé par Marie-Hélène Roux. Était également programmée une exposition conçue par Véronique Lebris, journaliste, intitulée « Les femmes s'emparent du cinéma ». À noter que Véronique Lebris est également créatrice du prix Alice Guy, qui rend hommage à une pionnière méconnue de l'histoire du cinéma. On comptait cette année parmi les invités de ce festival Andrea Bescon, actrice et réalisatrice, Déborah Lukumwena, actrice détentrice d'un César, et Véronique Lebris bien sûr, journaliste comptant une longue carrière dans le journalisme consacré au cinéma. En préambule à une émission plus étendue sur ce volet mauricien du festival, nous vous proposons cet enregistrement de l'émission radio Interface, enregistrée à la médiathèque de l'Institut français de Maurice le 12 décembre 2025. Méline Balou y rencontrait 2 des invités du Festival international du film au féminin. Le cinéma peut-il changer le monde ? Grande question. Peut-il donner une voix à celles qui ne sont pas entendues ? Peut-il dénoncer les violences, célébrer la résilience, transformer les regards ? Maurice accueille un événement culturel majeur qui répond oui à toutes ces questions, le Festival international du film au féminin. Après une semaine extraordinaire à La Réunion, oui, où le public a répondu présent en masse pour découvrir des films engagés, émouvants, nécessaires, le festival débarque à Maurice avec une programmation qui promet de marquer les esprits. Des films qui racontent la vie de celles qu'on n'écoute pas assez, des réalisatrices qui cassent les codes d'une industrie longtemps dominée par les hommes, des actrices qui incarnent des personnages complexes, loin des clichés réducteurs. Ce matin, nous avons l'immense honneur de recevoir 2 femmes exceptionnelles qui portent ce festival. Mais tout d'abord, une pensée spéciale pour Edith Semani, fondatrice et directrice du Festival international du film au féminin, celle qui, depuis 6 ans, comme vous le savez, se bat pour le cinéma féminin, pour que le cinéma féminin trouve sa place légitime dans le paysage culturel de l'océan Indien. Elle devait être des nôtres ce matin, mais malheureusement, elle est souffrante, donc grosse pensée à elle. Nous avons avec nous, ceci dit, 2 femmes exceptionnelles, comme je viens de le mentionner. Tout d'abord, Andrea Bescon, réalisatrice, actrice, danseuse, une artiste totale, je dois le dire, qui a choisi de mettre son art au service des causes qui dérangent, qui bousculent, qui transforment. D'abord, Quand tu seras grand, son 2e long métrage co-réalisé avec Éric Métayer, son mari, sorti en 2023. Un film qui rend hommage aux invisibles, ces aides-soignants épuisés qui tiennent à bout de bras nos maisons de retraite, ces personnes âgées qu'on parque loin des regards, cette vieillesse qu'on refuse de voir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin ? Ça va très bien, on est à l'île Maurice, donc ça va bien. Ravi de vous recevoir. Nous avons également à nos côtés Véronique Lebris, journaliste et critique de cinéma, ancienne directrice de la rédaction du magazine Première, fondatrice du web magazine cinéwomen.fr et du prix Alice Guy. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment allez-vous ce matin ? Très bien, pareil, même constat, on est à l'île Maurice et tout va bien. Voilà, comment ne pas aller bien. Ravi de vous accueillir sur ce plateau et dans notre studio, pas dans notre studio, mais dans le beau studio, la médiathèque en tout cas, qui s'est transformé en studio aujourd'hui, un beau décor pour notre interview du jour. 2 femmes aujourd'hui, 2 parcours, un même combat, faire du cinéma un outil d'émancipation, de dénonciation, de transformation sociale, et rien que pour ça, mesdames, bravo à vous, bravo pour ce joli parcours que vous avez. Véronique, commençons par vous. Vous êtes, je l'ai dit, journaliste spécialisée dans le cinéma, critique, vous suivez l'industrie depuis des années. De votre point de vue d'observatrice professionnelle, pourquoi un festival dédié au cinéma féminin reste-t-il nécessaire aujourd'hui en 2025 ? Est-ce qu'on ne devrait pas être au-delà de ça, dans un monde où l'égalité serait la norme, ou est-ce que malheureusement ce combat est encore loin d'être gagné ? La réponse est dans la question. Donc oui, effectivement, c'est un festival comme ça, c'est absolument indispensable en fait, surtout avec cet engagement très très volontaire porté par Edith Semani. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle
elle a l'ouverture d'esprit en fait de prendre le cinéma au féminin, comme elle le dit, dans tout sens. Oui, et puis au sens large, c'est-à-dire c'est pas du tout. Cette année, c'est un peu plus axé sur les violences faites aux femmes, mais il y a eu d'autres années où c'était sur d'autres sujets, sur la jeunesse, sur les relations entre les mères et les filles. Donc elle prend en fait la femme, je dirais, dans son intégralité, et donc oui, c'est formidable. Il faut. On connaît en fait, alors évidemment il n'y a pas de cinéma, de festival au masculin, ça n'existe pas, mais c'est parce que c'est archi dominant, et donc là ça permet d'avoir un œil, un point de vue complètement différent et de raconter des histoires qui sont différentes et qui ont peu d'écho en fait dans les festivals traditionnels. Mettre en lumière les différentes facettes de la femme. Véronique, vous avez aussi créé en 2018 le prix Alice Guy qui récompense chaque année le meilleur film français réalisé par une femme. Parlez-nous de cette initiative. Pourquoi était-il important pour vous de créer un prix spécifiquement dédié aux réalisatrices ? La première raison, c'est parce que les femmes sont exclues des palmarès. En tous les cas, quand on fait des palmarès qui sont non genrés, c'est la majorité c'est l'intégralité, disons, des palmarès. On distingue en fait les acteurs et les actrices, effectivement, par tradition, mais tous les autres métiers sont non genrés, et on s'aperçoit quand on est journaliste, en recevant beaucoup les palmarès, que les femmes en sont exclues depuis longtemps. Juste quelques chiffres. Ça allait changer la donne. Oui, voilà, c'est ça, mais on sait, il y a 3 femmes simplement qui ont eu l'Oscar de la meilleure réalisation, plus de 90 éditions, enfin voilà, donc c'est pareil pour la Palme d'Or, donc je me suis dit que si on les faisait concourir qu'entre elles, ça permettrait quand même d'en sortir un nom, parce que c'est important qu'elles aient une notoriété qui soit acquise par la reconnaissance, en fait, ça leur permet de continuer leur carrière, donc voilà, on les fait concourir entre elles, mais il y a des hommes qui les considèrent comme leur père et qui participent au jury. Et donc, voilà, c'est une façon très importante de les mettre en évidence. Et bien sûr, dans la transmission de la première d'entre elles, qui était donc Alice Guy, la première cinéaste au monde. Donc, en inscrivant son nom, qui avait quand même été son action, et ses films qui ont été quand même beaucoup invisibilisés par l'histoire, ça permettait de dire aux femmes d'aujourd'hui, écoutez, peut-être que ça vous fait pas plaisir de recevoir ce prix, parce que c'est une compétition qui n'est qu'entre vous, mais malgré tout, sachez que s'il n'existait pas, en fait, vous risquez de subir le même sort que celui d'Alice Guy, donc méfiez-vous quand même. Andrea, vous êtes réalisatrice et actrice. Vous avez donc vécu l'industrie cinématographique de 2 côtés de la caméra. Quand vous étiez juste actrice, je mets des guillemets énormes autour de ce juste, et maintenant que vous êtes aussi réalisatrice, est-ce que vous avez observé des différences dans la façon dont vous êtes traitée, vous, dont vos projets sont reçus ? Non, mais moi je suis rentrée dans le cinéma par la réalisation, hein. Avec les Chatouilles, je l'ai réalisé, du moins je l'ai co-réalisé avec Eric, qui est plus mon mari d'ailleurs. Mais j'ai joué dedans, mais concrètement c'est plus la réalisation que mon truc dans le cinéma. C'est vraiment ma maison artistique. C'est le spectacle vivant qui m'a amené au cinéma. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que on se bagarre, hein, nous les femmes réalisatrices, on a des idées, on a des projets, on écrit, on se connecte entre nous. Vous concertez. Ce que je remarque, moi, ça fait 7 ans que je suis rentrée dans l'industrie du cinéma, donc en 2018 par le biais des Chatouilles, et qu'aujourd'hui, par exemple, mon salaire de scénariste est toujours le même, voire moins élevé que quand j'ai commencé, parce que bon, entre-temps, il y a eu le backlash de MeToo et puis le Covid, et qu'en fait, nous les femmes, on a vraiment porté le préjudice de cette crise. En fait, on est les premières à porter ce préjudice-là, et effectivement, je remercie Véronique d'avoir créé ce prix à Alice Guy, puisque effectivement, c'est pas que souvent les gens disent, mais en fait, si vous n'êtes pas au palmarès, c'est que vous êtes moins bonne. C'est pas ça. C'est-à-dire que nous, on nous fait pas confiance en termes de budget. C'est-à-dire que si nous, on vient avec j'ai déjà expérimenté ça. Hein. Tu viens avec une idée historique de traverser des époques, ou un film de science-fiction qui demande des moyens, qui demande, allez, j'ai approximativement, j'ai pas 20 millions d'euros par exemple.
nous on va nous dire non, c'est trop d'argent. Enfin, on va pas nous faire confiance sur 20 millions d'euros. On va nous faire confiance pour des récits intimes qui parlent un peu de nous. Pour des films à petit budget. Si, oui, et si on pouvait parler un petit peu de violence conjugale, parce que bon voilà, c'est un petit peu, il y a un petit truc un peu choc et c'est bien, mais alors, en plus quand tu parles que, entre guillemets, de l'intime vraiment des femmes, de comment on communique entre nous, ou je sais pas, à parler de ménopause ou des règles, etc., on va dire, ah non mais à qui ça va intéresser? Donc il faut quand même que ça soit un peu choc, il faut surtout que ça soit pas cher. Et donc voilà, donc si tu veux, on peut pas rivaliser quand nous, on nous donne un plateau de 20 jours à 3 millions, on peut pas rivaliser avec un mec qui a 3 mois de tournage et 40 millions d'euros. Voilà. Moi, si on me donne 40 millions d'euros, bah, vas-y, je veux bien essayer. Je suis sûre. On espère que vous allez avoir 40 millions d'euros en tout cas. Non, mais en plus, je les demande même pas. Mais le problème, il est souvent là aussi, c'est qu'on ne fait pas encore confiance. En 2025. Ouais. Votre film Quand tu seras grand, co-réalisé avec Éric Métayer, votre ex-mari, a ouvert le festival lundi soir. Racontez-nous cette histoire. C'est un film sur Yannick, un aide-soignant dans une maison de retraite dont la vie est bouleversée par l'arrivée d'enfants qui viennent partager le réfectoire. Alors qu'est-ce qui vous a attiré, vous, vers ce sujet ? J'avais profondément envie de douceur à ce stade de ma vie, à ce moment-là. Et je voulais parler aussi de mes grands-parents. Et j'allais souvent visiter ma grand-mère qui était en EHPAD. Mon grand-père, malheureusement, était décédé. Bref, il y avait tout ce chagrin. Et je me remémorais vraiment cette relation magnifique que j'ai eue avec mes grands-parents. Donc, j'ai eu envie d'écrire un récit d'enfants et de personnes âgées, notamment sur les EHPAD et sur cet échange, enfin ce partage comme ça générationnel que j'avais vu un petit reportage, d'ailleurs pas un petit reportage, un reportage sur des enfants d'une école qui venaient dans les EHPAD et ça générait énormément d'énergie et de bonheur. En fait, on avait envie de faire un film sur les abandonnés de cette société capitaliste hyper libérale et où les adultes au centre, on ne fait que carburer pour bosser, on n'a pas le temps et on fait ce qu'on peut. Un film dans lequel se confrontent différentes générations, différentes thématiques. Ouais, et puis le début de la vie et la fin de la vie et comment en fait les deux arrivent à s'entraider. Donc le personnage principal, c'est vraiment l'EHPAD et à l'intérieur on suit tout un panel de personnages. Il y a aussi Aude qui est interprétée par Aïssa Maïga qui est l'animatrice du périscolaire en fait de cette école et qui va initier cette envie, cet atelier comme ça. Elle dit mais en fait il faut absolument que les jeunes, enfin ils se font du bien. Il y a tellement de vie qui ressort. Est-ce qu'on pourrait pas les faire venir plus souvent? Voilà, et ça parle de ça et puis évidemment. On suit un peu leurs aventures. De l'entre-deux, ce passage de la vie à la mort. Ce film montre la vieillesse de façon très directe. Donc la dépendance, la perte d'autonomie, parfois la dignité mise à mal. C'est quelque chose qu'on cache énormément dans nos sociétés actuelles. On veut rester jeune, on veut rester productif, autonome. La vieillesse fait peur, c'est un fait. Pourquoi était-il important pour vous de montrer ça sans phare, sans l'édulcorer ? C'était surtout... j'avais envie de rendre hommage au personnel soignant. À leur courage, à leur façon de quand même traverser ce métier avec beaucoup de dignité quand ils sont contraints de travailler avec vraiment très très peu de moyens, notamment c'est fait exprès de le mettre dans le film, même si c'est un moment relativement comique avec les histoires des excréments et des couches, etc. Mais 2 couches par jour par résident, c'est pas écrit pour le film, c'est la vraie vie. Et donc évidemment, tous ces auxiliaires de vie, ASH, infirmiers sont excédés et on les voit vraiment donner du cœur à l'ouvrage et parfois être maltraitants, mais parce qu'ils n'ont plus le temps, parce que ce que dit l'une d'entre elles, a dit oui, je l'ai griffé, mais parce que en fait, j'avais pas le temps, je vais aller faire ça, je l'ai mal tenu, je lui ai fait mal, j'ai pas fait exprès. C'est de montrer la réalité telle qu'elle est. Oui, c'est ça, de montrer la réalité telle qu'elle est, et puis après, de voir aussi l'abandon de nos personnes âgées dans les EHPAD. Il y a très 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 peu de visites quand même. Jeudi soir, vous avez présenté Les Chatouilles, votre premier film, Andrea, un film qui a marqué le cinéma français en 2018, qui a libéré la parole sur la pédocriminalité et l'inceste. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, pouvez-vous nous raconter brièvement de quoi il parle ? Honnêtement, je sais pas s'il a bousculé le paysage français. Enfin, moi, je me souviens pas. C'est vrai qu'il y a pas mal d'articles là-dessus. Mais par contre, oui, je sais qu'il a été vraiment bien reçu, bien accueilli. Que à ce moment-là, en 2018, il n'y a pas encore
de films qui traitent concrètement de la pédocriminalité. Il y a eu des témoignages, il y a eu des femmes qui ont parlé, comme Christine Angot, comme Eva Thomas à l'époque. Et puis et ensuite, voilà, on a été on a été très nombreuses et nombreux. D'ailleurs, il y a eu des hommes aussi à parler de la pédocriminalité, de l'inceste. Et donc, la machine s'est déclenchée. Mais quand sort ce film, en effet, il n'y a pas encore énormément de témoignages au cinéma, en tout cas français. Autour du sujet. Donc, Et la projection hier soir à l'île Maurice, comment s'est-elle passée? Qu'avez-vous ressenti en présentant ce film si personnel, si intime, devant un public mauricien qui découvrait peut-être votre travail? J'étais très heureuse de voir que déjà il y avait beaucoup d'émotions, et puis qu'il y avait des personnes surtout qui œuvrent dans des associations qui étaient là, qui étaient présentes. Et ça montre encore une fois que grâce aux associations, toutes les victimes de violences ne seront jamais abandonnées, même si le système les abandonne. Il y a toujours des personnes, des combattantes inépuisables, et je sais pas comment elles font pour travailler comme ça, vraiment des vraies combattantes qui sont là sur le terrain. Je veux dire, elles ont bossé toute la journée, le soir elles étaient là pour voir le film et encore une fois accueillir la parole de personnes qui éventuellement en auraient besoin. Donc moi je salue ce travail-là, toutes les associations, toutes les personnes qui s'impliquent qui persévèrent et dans l'action en fait, être là pour les autres. Souvent je dis ça, je pense qu'on peut s'en sortir. La pédocriminalité, l'inceste, le vivre, c'est quelque chose de relativement indélébile, mais il y a toujours des façons d'aller mieux. Et l'action en est une. Évidemment, il y a la thérapie aussi, qu'il ne faut pas négliger. C'est important d'être accompagné. Mais dès qu'on rentre en action et qu'on va vers les autres, qu'on s'occupe des autres, entre guillemets, que ce soit par un témoignage écrit, un film, une action en asso, devenir instituteur, institutrice et du coup faire de la prévention à l'école, tout ça. Il n'y a jamais rien d'inutile et l'action permet vraiment de penser les blessures. Et donc hier, j'ai vu toutes ces personnes-là et ça m'a beaucoup émue. Ça, c'est une première, en tout cas pour Maurice, et j'espère que vous allez revenir nous voir très très bientôt avec d'autres films. Mais il serait peut-être question que je revienne jouer le spectacle. Absolument. Ouais. Véronique, en tant que critique de cinéma, c'est vrai que Déborah devait être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, elle n'a pas pu faire le déplacement. Comment vous analysez un film comme Muganga? C'est à la fois une œuvre artistique et un document politique, un témoignage. Comment on juge la qualité cinématographique tout en respectant l'importance du sujet, et quels sont, selon vous, les défis spécifique de réaliser des films sur des sujets aussi lourds, aussi douloureux? En fait, le sujet s'impose là, dans ce genre de film. Et à la limite, ce qu'on attend d'une réalisatrice ou d'un réalisateur qui traite un tel sujet, sans être... C'est souvent des réalisatrices en fait, qui traitent ces sujets-là. C'est, comme le disait si bien Andrea. Oui, voilà, c'est ça. C'est une caméra un peu soft, qui aime un peu les personnes qu'elle filme, etc. Et qui mettent en avant... on veut beaucoup de sobriété, beaucoup de pudeur. Et Marie-Hélène Roux, qui est donc la réalisatrice, a réussi ce pari-là. Donc, mais le sujet est trop fort pour qu'on puisse évacuer le sujet et parler d'esthétique, en fait, à la limite, ça, finalement, pas tellement... C'est pas le sujet, quoi. Mais est-ce un hasard si le cinéma féminin revient souvent à ces thèmes du soin, de la vulnérabilité, de la résilience? Là, on peut penser à ces films qu'on a vus cette semaine, Les Chatouilles, Quand tu seras grand, Muganga. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifiquement féminin dans cette façon d'aborder le monde? C'est des sujets que traitent les femmes en tous les cas, et qu'on fait en sorte que ce soit elles qui les traitent, on va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que leur talent est exclusif là-dedans. Peut très bien y avoir des hommes qui s'emparent de ça s'ils en ont envie. Et puis les femmes, elles sont capables d'autre chose aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu les domaines un peu réservés. Mais comme il y a plus d'infirmières que d'infirmiers, et ça, quelles que soient les sociétés, je ne sais pas si c'est comme ça Maurice, mais j'imagine. Le care en général est considéré comme étant plus féminin. On attend des femmes plus de douceur que d'un homme. Ce qui est idiot d'ailleurs, mais bon voilà, donc c'est un peu... le cinéma, ça change pas la société, ça représente la société. Ça représente la société, dites-nous André. Ouais, non, et puis dans une société patriarcale, toutes les violences sont principalement vécues par les femmes, même s'il y a des hommes qui vivent, c'est quand même beaucoup plus vécu par les femmes, donc nous on sait comment penser ce type d'histoire. Mais je pense à Xavier Legrand qui a réalisé Jusqu'à la garde, qui l'a écrit parce qu'il a vécu
ces violences-là aussi. Donc, en fait, quand on vit les choses, on a besoin de faire part de son ressenti. Disons, il faut que ça sorte. C'est souvent la première œuvre. Et c'est ça qui fait, c'est l'art, c'est tout le cinéma. Vous avez tout bien résumé. Les hommes sont très sensibles à la honte, peut-être plus que les femmes, en fait. Ils vont traiter le même sujet différemment, avec d'autres perspectives. Soit ils vont pas le traiter du tout, en fait, hein, ça c'est la majorité, et autrement, si jamais ils le traitent, il faut vraiment qu'ils aient fait un travail sur la honte, en fait, beaucoup plus. Je sais pas, ça a l'air de les impacter beaucoup plus, peut-être parce que justement dans la société patriarcale, ils ont des injonctions à être opérationnels, à être efficaces, à être plutôt dominants, en fait, et forts. Et être honteux, ça colle pas non plus avec leur personnage. La société patriarcale, c'est un paradis pour personne, en fait, hein. Ni pour les femmes ni pour les hommes. C'est juste que ça nous oblige, en fait, ça nous force, en fait, à être dans des domaines réservés, à subir des injonctions qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Mais bon, et c'est pareil. Enfin, elles sont beaucoup plus fortes pour les femmes, ça c'est sûr. Mais il y en a quelques-unes pour les hommes dont ils ont du mal aussi à se dégager. Parlons à présent des représentations des femmes au cinéma de façon plus large. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du test, alors vous allez me dire si je prononce bien, Bechdel ? Du test de Bechdel, oui. De Bechdel. Ces dernières années, ce test simple qui demande y a-t-il au moins 2 femmes dans le film qui parlent entre elles de quelque chose d'autre qu'un homme, et une proportion choquante de films échouent ce test basique. Alors comment est-ce que vous analysez l'évolution ou la stagnation des représentations féminines au cinéma ces dernières années ? Est-ce que ça s'améliore vraiment, ou est-ce qu'on assiste à ce qu'on pourrait appeler du feminism washing en anglais ? En fait, il y a une prise de conscience à tous ces indices. En fait, le test de Bechdel, c'est un indice pour voir si c'est le cas, si un film passe le test ou pas. La prise de conscience, c'est la première marche. Donc ça, on peut dire qu'avant, on ne savait pas, avant, on ne calculait pas, avant, on ne comptait pas, et avant, on ne faisait pas d'indices. Donc évidemment, là, on se rend compte en fait, qu'il y a quand même un déséquilibre qui est majeur. Donc est-ce que ça évolue ? La prise de conscience, c'est fondamental. C'est vraiment la première étape. Alors après, la prise de conscience, il y a les chiffres. Et là, les chiffres sont aussi cruels, puisque assez disproportionnés. Enfin, encore en France, on a relativement la chance d'avoir un nombre, par exemple, qui est un autre indicateur, un nombre important de réalisatrices par rapport aux autres pays. Oui. Mais c'est quand même entre 25 et 30%, donc c'est pas du tout une parité. Voilà. Donc voilà, mais tout ça contribue, en fait, tout ce phénomène massif, après, quelle que soit la façon dont les gens le prennent. Donc le test de Bechdel, c'est la représentation. Il y a d'autres qui ont fait des études sur la qualité des dialogues aussi. Est-ce que le pourcentage de dialogue de personnages féminins qui parlaient dans un film était aussi important ? On peut aussi compter le nombre de personnages secondaires versus le nombre de personnages principaux. En général, c'est quand même un rapport de 1 à 3. Il y a un personnage féminin principal pour 3 hommes. Donc voilà, bon. Donc tout montre, encore là. Voilà, ça évolue, c'est la prise de conscience. Je pense que les femmes ont aussi compris qu'il fallait qu'elles se battent. Plus, ce qu'on sait aussi quand même, et qui est un indicateur très intéressant, c'est que plus il y a quand c'est un film de réalisatrice, il y a plus de femmes qui sont chefs de poste dans l'équipe technique. Le personnage principal est souvent féminin. Donc les femmes se soutiennent entre elles dans cette industrie. Elles parlent d'elles, en fait. Surtout dans le cinéma d'auteur, elles se soutiennent entre elles. J'irai pas jusque là quand même. Faut peut-être pas exagérer, mais en tous les cas, elles racontent, parce que le cinéma d'auteur, vous racontez quand même des choses qui sont inspirées de votre vie. Donc elles racontent des accidents, des accidents ou des choses positives qui leur sont arrivées. Mais comme elles parlent d'elles, forcément, et elles s'entourent de femmes. Elles n'ont pas peur de s'entourer de femmes. Voilà. Revenons à présent au festival du film au féminin à Maurice. Véronique, cette semaine a été particulièrement riche. Projection de Campus Ragrand, Moganga, les Chatouilles, avec un échange avec d'autres personnes hier. Et aujourd'hui, une masterclass sur la place des femmes au cinéma et le vernissage de l'exposition Quand les femmes s'emparent du cinéma, conçu par vous-même. Alors, comment s'est passée cette semaine mauricienne jusqu'à présent ? Que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur, c'est un accueil extraordinaire. Enfin, honnêtement, moi, quand Edith m'a proposé de venir, je n'avais pas imaginé à quel point l'accueil serait à la fois très chaleureux et si professionnel. On est traités vraiment comme des personnes importantes. Vous le méritez. Qui apportent quelque chose qui doit manquer d'une certaine façon à la société mauricienne. On est accueillis dans cet institut français qui est juste magnifique, en fait.
je sais pas, ça Et donne envie. qu'espérez-vous que ce festival laisse comme trace dans le paysage culturel de l'île? Qui contribue, alors en plus en même temps, en parallèle de ça, moi je lisais le livre de Natacha Habana, donc qui contribue à cette prise de conscience en fait des inégalités hommes-femmes, que les femmes gagnent en confiance aussi et puissent à la fois les dénoncer, à la fois vivre leurs rêves, parce qu'il n'y a pas que la violence qui les handicape, et que les hommes apprennent à mieux respecter les femmes. Donc si on arrive à ça, c'est des petites gouttes qu'on infuse, mais ce Des serait gouttes qui formidable. vont au final faire déborder le vase à un moment donné. Oui, puis on a fait Andrea. des ateliers, pas de masterclass, mais en fait des rencontres avec des lycéens, lycéennes et lycéens des lycées français de Maurice. Au lycée Labordonnais, au lycée Ouais, des Mascareignes également. Exactement, et on a passé les journées de 2 jours là-bas. Et voilà, toutes ces rencontres étaient extrêmement riches. Et comme dit Véronique, après il y a eu beaucoup de questions sur tiens, est-ce que je pourrais oser moi être réalisatrice? Mais bien sûr, fonce. Donc notre petite mission aussi était de vraiment motiver ces jeunes à prendre confiance en elles, surtout les filles justement. Et c'était très intense parce qu'on passait vraiment de conversations très techniques de cinéma à de la prévention pure sur les violences, et en même temps sur une analyse très précise et clinique du patriarcat. Et on voyait des garçons parfois nous écouter en disant mais attends, c'est les extraterrestres celle-là, et en même temps c'était génial de voir que quand même ça cogitait, mais vraiment de la prévention pure sur même les relations sexuelles, etc. Et donc c'était vraiment beau, et toutes ces filles aussi qui prenaient confiance en elles, qui se disaient bah ouais, moi aussi ma place, je peux prendre ma place et je vais prendre ma place, quoi. Maintenant, c'est maintenant ou jamais. Andrea, Véronique, vous êtes toutes les deux des modèles pour les jeunes femmes qui rêvent de faire du cinéma. On a parlé des jeunes des lycées français mauriciens, que ce soit devant ou derrière la caméra. Alors si vous aviez un message là à faire passer aux jeunes mauriciennes qui nous écoutent, qui rêvent de devenir actrices, réalisatrices, scénaristes, d'évoluer dans ce secteur, dans ce domaine-là, mais qui peut-être se disent ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, ce n'est pas réaliste, que leur diriez-vous outre ce que vous venez de mentionner? Qu'elles vivent leurs rêves, qu'elles essayent au maximum d'y parvenir. Après, on n'est pas sûr qu'elles réussiront, hein, on leur promet pas ça. Et surtout, qu'elles acceptent d'ouvrir leur champ de vision. Parce que beaucoup de jeunes filles veulent être actrices, mais qu'elles se disent mais peut-être qu'il y a un autre métier en fait qui m'intéressera plus, voilà, et qu'elles ouvrent en fait leur champ de vision, leur champ de possibilités. Ne pas se limiter. Voilà, pour prendre une place qui... Et Andrea? Ouais, bah c'est ça, on a aussi on a besoin de chefs opératrices aussi. Effectivement, je rejoins vraiment Véronique sur ça, c'est que le milieu du cinéma, c'est un panel très très large. On peut être script, on peut être chef opératrice, on peut être machiniste, on peut être électro, productrice, journaliste. On a besoin d'ailleurs de postes comme ça à responsabilité féminine, réalisatrice évidemment, actrice forcément, mais voilà, il y a vraiment tout un univers à découvrir, et que aussi vraiment, moi je le dis à développer, moi je dis après en tant que réal ou en tant que scénariste, ne pas avoir peur du refus, hein, non plus. On se coltine des refus tout le temps, c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment de continuer à travailler tout le temps, la rigueur. Il y a très peu de talent et énormément de travail en fait. C'est vraiment du travail constant, de pas avoir peur d'écrire, réécrire, repenser. La vie est en constante évolution, on est en constante évolution, et donc toute la question envers et contre tout, contre vents et marées. La question de l'ego, il y a un moment, c'est pas grave en fait. Tu penses juste penser à l'œuvre qu'on met en place. Mettre tout ça de côté, avancer malgré tout. On pourrait même leur conseiller par exemple de lancer un festival de cinéma à leur guise aussi, parce que le cinéma c'est aussi ça, c'est aussi la diffusion en fait, c'est aussi la transmission. Il n'y a pas que la fabrication. Donc on peut faire énormément de choses à partir du cinéma. On peut organiser des projections, des festivals, enfin des événements. Je suis sûre que vous avez déjà pas mal de projets là tournés vers l'avenir. Quels sont vos projets? Est-ce que le festival va continuer selon vous à se déployer dans l'océan Indien? Et comment les gens peuvent-ils soutenir ce projet pour qu'il perdure et s'amplifie?
Alors là, c'est beaucoup Edith en fait. C'est ça, c'était ma question à Edith, mais comme elle n'est pas là. Et ben en fait, nous on va la soutenir du mieux qu'on peut en le favorisant les contacts avec la métropole puisqu'elle va beaucoup se nourrir là-bas et en plus elle cherchait aussi des contacts au Québec en fait où ils sont assez avancés. Donc voilà, on va l'aider du mieux qu'on peut dans ces cas-là. Et puis sinon on va revenir et si vous nous acceptez, on va s'installer à Maurice. Définitivement, là c'est un grand oui de notre côté. Dernière question pour toutes les deux, si vous deviez résumer en une phrase pourquoi le cinéma féminin fait par des femmes racontant des histoires de femmes est important, essentiel même, quelle serait cette phrase? Ou alors un mot? On est juste, une phrase ou un mot, comme vous voulez. On est juste la moitié des humains sur cette planète, donc nous avons droit à cette parole, elle est légitime. Il est indispensable, justement pour... oui, c'est indispensable, il est indispensable que les femmes s'emparent du cinéma. En tout cas, merci beaucoup Andrea Bescon, Véronique Lebris pour ce témoignage, pour ce partage. Deux femmes extraordinaires, vous l'aurez compris, chers auditeurs, chers téléspectateurs et chers internautes, parce que nous sommes également diffusés sur les réseaux sociaux, si je le comprends bien. Notre amie Valérie me l'a dit juste avant également, Outam Ramchurn à la réalisation de cette émission. Deux femmes extraordinaires qui portent le combat pour que le cinéma soit un espace d'égalité, un lieu où toutes les voix comptent, où toutes les histoires peuvent être racontées. Le Festival international du film au féminin, des films qui bouleversent, qui dérangent, qui inspirent, des conversations qui ouvrent les consciences, des rencontres aussi qui créent des vocations. Quand tu seras grand, un hommage aux soignants épuisés à la dignité des personnes âgées. Les Chatouilles, un cri libérateur pour toutes les victimes de pédocriminalité. Muganga, un témoignage bouleversant et sur les femmes aussi qui réparent. 3 films différents, une même conviction. Le cinéma peut changer le monde si on accepte de regarder ce qu'on préfère ignorer, n'est-ce pas? En tout cas, merci mesdames, Merci à vous. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Fin de votre émission du jour.